Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce nouveau débat du commerce international organisé par la Fabrique de l'exportation, comme nous faisons régulièrement sur les sujets d'actualité ou les sujets de fond du commerce international. Et donc, aujourd'hui, le thème que nous avons retenu, c'est le thème du Venezuela, enfin plutôt du Venezuela sur le plan économique, de la situation économique de ce pays. C'est un pays qui est revenu au premier plan de l'actualité depuis le 3 janvier, donc date à laquelle euh, l'intervention américaine a conduit à la capture du président Maduro et toutes les évolutions que l'on connaît. Et à cette occasion-là, effectivement, les projecteurs se sont davantage braqués sur ce pays qui a été parfois un peu oublié, en tout cas dans les réflexions économiques depuis quelque temps, alors qu'on oublie parfois assez vite qu'il a été une puissance économique considérable à une époque pas si lointaine, et que aujourd'hui encore, il dispose de ressources pétrolières extrêmement importantes, mais que tout cela a été un petit peu malheureusement, enfin, très remis en cause par 25 ans ou 26 ans de régime politique chaviste depuis 1999, qui ont mis en cause, enfin, qui ont fait des dégâts considérables. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que ce pays fut un Eldorado. Est-il capable aujourd'hui de le redevenir après les changements politiques qui sont en cours? Donc, cela pose effectivement de multiples questions. D'abord, l'économie du pays très endommagée peut-elle se redresser et dans quelles conditions? Et à la question évidemment du marché pétrolier, c'est une puissance pétrolière considérable. Est-ce qu'elle peut redevenir un des grands acteurs du marché pétrolier? Quelle place peuvent espérer trouver les compagnies pétrolières étrangères, notamment les compagnies pétrolières non américaines? Et le marché en lui-même, le marché au-delà du pétrole, ce marché vénézuélien, peut-il présenter un jour un intérêt pour les entreprises internationales et en particulier pour les entreprises françaises? Donc, sur tous ces sujets-là, nous avons demandé, et je le remercie d'avoir accepté, à Henri-Jacques Citroën de nous apporter sa vision de ce sujet qu'il connaît bien. Donc Henri-Jacques Citroën est un entrepreneur expérimenté et qui a une très bonne connaissance de la zone Amérique latine et en particulier du Venezuela, pays dans lequel il a résidé et fait des affaires pendant plus de 30 ans. Il a été le représentant de grands groupes français au Venezuela, groupes comme Arcelor, comme Péchinet. Et il a été aussi un consultant recherché sur les sujets de relations institutionnelles pour d'autres grands groupes comme Total, comme Lactalis, comme L'Oréal. Et au titre de cette fonction de relations institutionnelles, évidemment, il a pu avoir des contacts au plus haut niveau avec les autorités vénézuéliennes. Et ça aussi, c'est un éclairage qui, je crois, peut nous intéresser beaucoup. C'est par ailleurs un spécialiste d'intelligence économique. Il est senior vice-président de l'ADIT, qui est la principale société européenne dans le monde de l'intelligence économique, société française. Il est président du groupe d'expertise intelligence économique à conformité au sein du réseau des conseillers du commerce extérieur, dont il fait partie, est un fidèle membre depuis très longtemps. Et il est également président de la commission depuis quelques mois, intelligence économique territoriale, qui a été mise en place dans le cadre des rencontres de l'intelligence économique de défense à l'initiative de la DGA, la Direction générale de l'armement. Enfin, le troisième volet de son parcours, si on peut dire, qui est très lié à son nom prestigieux, il est donc l'ambassadeur de l'ACI, l'amicale Citroën International, qui regroupe tous les, 70 000, je crois, passionnés de la marque Chevron à travers le monde. Et il essaie de faire vivre cette marque Citroën à travers toutes ses actions, et aussi il essaie de rendre hommage à son grand-père, André Citroën, le fondateur effectivement de Citroën, grand industriel, et il mène un combat depuis quelques années acharné pour obtenir du président de la République que André Citroën entre au Panthéon
ce serait le premier industriel à être panthéonisé, comme on dit, puisque pour l'instant, il n'y a jamais eu d'industriel qui ont eu cet honneur posthume. Donc voilà, donc il aura l'occasion de parler de tout ça, mais je pense qu'il faut se centrer d'abord sur le Venezuela, la situation économique du Venezuela, et donc je passe la parole à Henri Jacques en le remerciant encore une fois d'avoir accepté de nous éclairer. Donc 25 minutes à peu près ou 30 minutes d'intervention. Ensuite, donc je vous demande à tous de rester, de garder votre en position mute, comme on dit en bon français, et ensuite il y aura des séances de questions-réponses, et donc là vous leverez la main simplement pour indiquer que vous souhaitez poser des questions. Voilà, merci à tous encore, et merci Henri-Jacques, et c'est à toi de présenter ce sujet passionnant. Merci Alain pour cette aimable présentation. Bonsoir à toutes et à toutes. Effectivement, j'ai vécu longtemps au Venezuela où j'ai représenté de nombreuses industries françaises dans le domaine sidérurgique, métallurgique, mécanique, et aussi je représentais l'entreprise engrenage et réducteur Citroën Messiaen-Durand, qui c'est un concours de circonstances. C'est la première entreprise qu'a créé mon grand-père, les engrenages à chevrons, qui existent encore. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous voyez que étant en contact avec l'industrie, puisque je vendais tous ces produits français, il fallait que je visite les cimenteries, les sidérurgies, les sucreries, etc. Donc, je voyais de près ce qui se passait dans l'industrie. Vous voyez, vous verrez tout à l'heure pourquoi cette précision est importante. Mais j'ai aussi conseillé des grands groupes, comme l'a dit Alain, dans le domaine des relations institutionnelles, la communication et la RSE, en particulier Total pendant 17 ans, et Total ayant été le deuxième plus gros investisseur étranger au Venezuela, mais aussi Lafarge, Veolia, Sanofi, etc. Ce qui m'a permis, ce qui m'a obligé plutôt à côtoyer le dirigeant proche de Chavez, proche de Maduro. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quand Total arrive au Venezuela à la fin des années 90, ils avaient entendu parler de moi et donc ils me contactent pour que je leur crée leur réseau le réseau de relations au Venezuela, bon, ce que j'accepte. Bon, je fais une liste des entreprises dans lesquelles il fallait rentrer pour faciliter les affaires de Total dans ce pays. Et dans cette liste, il y avait par exemple la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Et un jour, on m'appelle de la dite commission pour que je vienne faire la présentation que j'avais demandé de faire. Et je me retrouve face à la commission. Alors, c'était juste après l'élection de Chavez et les députés étaient tout nouveaux, personne ne les connaissait. Les députés, donc chavistes. Et je me retrouve face à la commission, et puis il y avait 8 personnes. Les 8 personnes, Maduro, sa femme, puis d'autres personnes, bon, c'est pas la peine que je donne les noms, parce que ça vous dira rien, mais qui sont par la suite devenus ministres. Et je leur présente l'investissement que Total allait faire, en leur racontant tout ce que ça allait apporter au pays. Et puis, ce jour-là, en plus, ça, j'étais inspiré. Je parlais bien. Quoi. Vraiment, ils m'écoutaient avec une grande attention. Et à la fin de mon intervention, qui avait duré à peu près 20-25 minutes, Maduro, qui présidait, me dit c'est super intéressant ce que vous nous dites. On découvre un monde qu'on connaissait pas, parce que tous ces députés, en fait, venaient pour la plupart de zones en bidonville et autres. Hein. C'est là qu'ils avaient prospéré dans la vie politique. Et donc Maduro me dit, j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce qu'on peut venir vous rendre visite? Alors, oui, bien sûr, quand vous voulez. Bon, lundi prochain, on est dans vos bureaux. Alors, ils sont venus, toute la commission. On leur a présenté pendant 2 heures avec les slides, tout ce qu'on allait faire. Et puis après, on est allé dîner avec eux. On les avait invités dans un restaurant, une salle privée. Et puis, ça a permis de se connecter à toutes ces personnes qui après, ont dirigé le pays. Alors, bon, ça a été certaines utilités, mais en même temps, ça m'a permis de voir pourquoi tout ce qu'ils essayaient de faire n'a pas marché. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, il faut que je fasse court parce que Alain m'a dit que pas que ça dure trop longtemps, parce que si je commence à raconter l'histoire Oui, qui est voilà. super intense, ça peut prendre un peu de temps. Mais je vais quand même commencer par
un événement qui est très marquant dans l'histoire du Venezuela, c'est la grande grève que certains ont qualifiée d'insurrectionnelle, qui a eu lieu en décembre 2002 et janvier 2003. À cette époque, tous les partis politiques, tous les syndicats, la compagnie pétrolière, la société civile s'est mis en grève pendant 2 mois et tout était arrêté, la production pétrolière s'est arrêtée pour faire démissionner Chavez, qui avait été élu de manière absolument régulière. Personne n'avait contesté son élection. Mais il avait pris un certain nombre de mesures qui déplaisaient et donc il fallait le faire partir. Vous imaginez Chavez, tout s'arrête. Alors les deux seules activités qui ne sont pas arrêtées, c'est la distribution alimentaire. Quand il y est grâce au groupe Casino qui s'est dit, nous, on fait pas de politique, nous, il faut qu'on alimente la population. Et puis, les salons de coiffure qui étaient ouverts clandestinement parce que au Venezuela, les femmes étant particulièrement coquettes, vous pouvez pas fermer les salons de coiffure. Donc, il fallait rentrer par des portes dérobées. Bon, bref, le pays s'arrête. Et comme Chavez ne cède pas, Chavez renvoie toute la direction et tous les cadres dirigeants de la compagnie pétrolière, de PDVSA. Il y avait 38 000 personnes, il en licencie 18 000 hein, pour les punir d'avoir fait grève. Donc, comme ils ne cèdent pas, au bout de 2 mois, ben, les entreprises reprennent le travail. Et là, Chavez leur fait comprendre que vous avez essayé de me faire tomber en ruinant le pays, ben vous allez le payer à tout jamais. Je vais instaurer un contrôle d'échange et un contrôle des prix pour toujours. Et donc, c'est là que commencent le, disons, les complications qui vont vraiment gêner le développement du pays. Alors, ce contrôle d'échange ben, s'établit et, et crée des perturbations. Alors, je veux dire de manière ironique, il a bien marché ce contrôle d'échange. En 2008, il y a eu tellement d'évaluation de la monnaie, du bolivar, qu'il a fallu enlever 3 zéros à la monnaie. Et donc, on a créé le bolivar fort, c'est ce qu'on appelle le bolivar fort. En 2018, comme la dévaluation se poursuivait, il a fallu créer le bolivar souverain. On a enlevé 5 zéros à la monnaie. En 2021, la même chose. Ils ont créé le bolivar digital. On enlève 6 zéros. Ce qui fait qu'en l'espace de 13 ans, ils ont enlevé 14 zéros. S'ils n'avaient pas enlevé les zéros à la monnaie, en 2021, un dollar aurait valu 100 000 milliards de bolivars. 100 000 milliards de bolivars. 14 zéros qui ont été enlevés à la monnaie. Et parce que il y avait d'abord un déficit budgétaire gigantesque, et ensuite, ben, quand vous avez un contrôle d'échange, vous avez plusieurs taux de change. Il y a eu même un moment où il y a eu 4 taux de change, et vous avez des taux de change qui sont extrêmement préférentiels. Tout le monde se rue ceux qui peuvent pour se les procurer, et vous créez mais, un désordre maximal. Et pendant ce temps-là, on contrôle les prix des entreprises. Et quand vous avez une inflation qui s'accélère, vous avez intérêt à actualiser assez vite les prix parce que sinon les entreprises tombent et elles sont tombées. Et elles ont fini par tomber avec toutes ces années d'hyperinflation. D'ailleurs, à partir de 2013 jusqu'à 2020, le Venezuela a perdu à peu près 80% de son PIB, ce qui n'arrive pas, ce qui n'arrive même pas à un pays en guerre. Bon, les sanctions qui ont été imposées par les États-Unis n'ont pas aidé, mais c'est ce qui se passait à l'intérieur du pays qui a été quand même la cause principale de tout ce désastre économique. Un jour, pour que les gens comprennent bien ce qui se passait au Venezuela, j'ai fait une conférence devant les ambassadeurs d'Amérique latine, au Cercle France-Amérique, et au début de ma conférence, j'avais demandé à ce que l'on m'apporte une assiette avec des œufs. Alors donc j'avais un bol avec des œufs devant moi, donc tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur avec des œufs? En fait, je voulais leur expliquer que
avec ces œufs qui étaient là, qui valaient 3 euros, on pouvait tous, dans la salle, devenir riches. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'était il y a une dizaine d'années, un litre d'essence au Venezuela valait 0,801 dollars. Un litre d'essence, 0,00000001. Ce qui fait qu'avec les, 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 les œufs qui étaient sur la table, on aurait pu acheter de l'essence. Si on avait pu la transporter, par exemple, en Colombie, on l'aurait vendu à 1 milliard de dollars. Donc, c'est pour ça que je disais, on a la possibilité de se rendre riche. Mais vous vous rendez compte les incohérences qu'il y avait dans les décisions qui étaient prises. Et pourquoi? Parce que dans ce cas-là, le gouvernement ne voulait pas augmenter le prix de l'essence parce qu'il considérait qu'il y avait un risque que la population descende dans la rue. Et comment est-ce qu'on va descendre dans la rue quand l'essence est pratiquement donnée? Bon, voilà, c'est des choses qui étaient anormales qui se sont passées. Pendant cette période, l'argent arrivait à flot, les devises arrivaient à flot sur le Venezuela. Mais pourquoi? Parce que on était en plein démarrage de ce qu'on appelait l'ouverture pétrolière. L'ouverture pétrolière elle a été décidée avant Chavez, à la fin des années 90, pour que le Venezuela se développe plus rapidement d'un point de vue pétrolier, parce qu'il y avait énormément de réserves, mais la compagnie pétrolière vénézuélienne, PDVSA, qui était extrêmement bien organisée, elle était, les équipes étaient du niveau de Total Energy, de Exxon et autres, avec des gens qui avaient fait des études partout, qui parlaient des langues, qui avaient fait leur carrière à l'intérieur de PDVSA euh, par, euh, passant par tous les services. Donc, c'était une entreprise qui marchait bien, mais elle se dit, pour progresser, on va faire une ouverture pétrolière et on va donc inviter toutes les compagnies pétrolières du monde à venir et trois types de contrats étaient proposés. D'abord, ce qu'on a appelé les contrats de service qui consistaient à exploiter les champs matures qui étaient déjà exploités depuis un certain temps, mais qui avaient encore des réserves qui pouvaient être extraites, mais il fallait quand même avoir une certaine euh, maîtrise technologique pour y arriver. Il y avait les contrats d'exploration à risque et bénéfices partagés. C'était pour faire de l'exploration dans des zones où on n'était jamais allé. Et puis, il y avait, quatrièmement, des contrats qui ça traduisait par la création d'associations stratégiques qui consistaient à traiter les pétroles extra lourds de l'Orénoque, de la ceinture pétrolifère de l'Orénoque. Alors, quand on dit extra lourd, ça signifie, et j'ai pu le tester moi-même, que quand vous mettez ce pétrole dans un verre et vous retournez le verre, le pétrole ne coule pas. Et dans le monde pétrolier, il est à entre 8 et 9 degrés API, il ne coule pas. Et donc, pour l'extraire, il faut des installations un peu spéciales puisqu'il va falloir injecter des diluants dans les puits. Bon, une fois que le pétrole est extrait, alors là, voilà, la solution, la manière la plus simple ensuite de commercialiser, c'est de le mélanger à du pétrole léger. Donc, vous obtiendrez un pétrole mi-léger, mi-lourd, pardon, vous vendrez, c'est bien. Vous allez gâcher un peu le pétrole léger qui se vend encore mieux. Ou alors, vous pouvez faire quelque chose donc, qui a été fait à ce moment-là. Il y a eu 4 associations stratégiques. C'était de construire ce qu'on appelait en anglais un upgrader. C'est des énormes raffineries qui vont vous transformer le pétrole extra lourd en pétrole extra léger. Et donc Total a investi. Alors à l'époque, chaque installation représentait un investissement d'à peu près 4 milliards de dollars pour produire environ 200 000 barils jour. Mais vous avez un pétrole qui était extra léger et très pur, qui se vendait extrêmement bien. Et donc ça a commencé a très très bien marché et au début des années 2000, le gouvernement vénézuélien, le gouvernement de Chavez, il savait que le 1er janvier, en fonction du prix du pétrole, il allait y avoir comme rentrée entre 80 et 120 milliards de dollars, quoi qu'il arrive. Donc c'est quand même, ça vous donne une certaine sérénité et tranquillité quand vous gérez un pays. Donc ça marche très bien, la production est en pleine croissance, on arrive
à 3 millions de barils jour, avec l'objectif de passer progressivement à 4, puis à 5. Et puis à ce moment-là, en 2005, il y a un des conseillers de Chavez qui lui explique que toute cette ouverture pétrolière n'est pas conforme à la Constitution et que le traitement qui est réservé aux étrangers n'est, est exagéré par rapport à ce que dit la Constitution et les lois, et donc il faut les modifier. Et cette modification a consisté à transformer les contrats de service en joint venture, en compagnie mixte, mais avec PDVSA qui avait la majorité, qui avait 60%. Alors qu'avant, ils étaient minoritaires. Enfin, dans les contrats de service, ils ne participaient pas puisque c'était l'étranger qui produisait et qui touchait une certaine somme pour chaque baril produit. Mais alors donc, dans les nouvelles entreprises mixtes, PDVSA a la majorité et donc contrôle l'entreprise. Dans les associations stratégiques, c'est la même chose. Les PDVSA à 60%. Et donc, dans tous les départements, le numéro un, c'est PDVSA, le numéro 2, c'était Total, et le numéro 3, c'était Statoil, et Equinor aujourd'hui. Et là, les choses se gâtent. Parce que tout d'un coup, arrivent des cadres qui n'étaient pas à la hauteur. Et d'ailleurs, il y a eu un moment où il y a une grande surprise chez Total, parce que le président de l'association stratégique dans laquelle Total était actionnaire, ils appelaient Syncor, un président est nommé, et ce président avait été un opérateur de puits dans un champ qu'avait géré Total. Donc, un opérateur de puits, tout d'un coup, devient président d'une entreprise qui était extrêmement sophistiquée dans son fonctionnement. Et les réunions se passaient de manière assez tendue, parce que quand quelque chose n'allait pas et que Total et les Norvégiens faisaient des remarques sur la manière d'améliorer les choses, parfois on entendait des réflexions du genre, c'est pas parce que vous êtes étranger que vous en savez plus que nous. Donc, tout se compliquait dans les réunions, personne ne prenait de notes. Et un jour, vous voyez aussi, comme tout était compliqué, la production dans les champs de la ceinture pétrolifère de l'Orénoque commençait à produire moins. Et donc, tout le monde se demandait ce qui se passait. Et donc, il y a une réunion qui est organisée avec toute la direction de PDVSA et la direction de Total et de Statoil. Et donc, pour Total, il y a un ingénieur hyper qualifié qui explique, donc dans la séance en question, qui explique qu'est-ce qu'il fallait faire pour corriger cette perte de production. Et puis, il y a un délégué de PDVSA qui fait sa présentation, mais qui n'avait rien à voir avec celle du présentateur de Total. Et quand la réunion se termine, la direction de PDVSA dit ce monsieur-là qui a fait la présentation pour vous, on veut plus le voir. On veut plus le voir. Donc, on avait du mal à faire valoir ce qui était techniquement et technologiquement ce qui devait être appliqué. Et alors, je me souviens avec le président de Total Venezuela, on priait en disant pourvu qu'il ne commette pas d'erreur, pourvu qu'il fasse pas de bêtises et autres. Et puis un jour, on nous apprend que une des installations avait brûlé, le coker, enfin, c'est une installation dans laquelle on extrait le coke qui est contenu dans le pétrole extra lourd, a brûlé. Alors, la réparation, ça a dû coûter, je crois, 350 millions de dollars et manque à gagner 20 millions de dollars par jour. Et comme PDVSA ne savait pas très bien comment s'y prendre, il a fallu que Total prenne les choses en main, crée une équipe ad hoc à Houston pour faire tous les achats de manière rapide et autres. Et donc, tout est devenu compliqué et on n'a jamais réussi à retrouver la production qui était initialement convenue. Donc, c'est ça pour vous dire que quand tout d'un coup, vous commencez à mettre des gens qui sont là parce que ils sont révolutionnaires, parce qu'ils sont loyaux à la révolution, et puis vous mettez aussi des militaires, parce que c'est le point suivant que j'allais mentionner, c'est que une fois que l'ouverture pétrolière a été modifiée dans la rédaction des contrats, le contenu des contrats,
Chavez a commencé à nationaliser la plupart des industries, nationaliser les cimenteries, certaines sucreries, la sidérurgie. Et, et donc, nationaliser tout. Alors, les gens se demandaient à l'époque, mais pourquoi il fait ça? L'argent rentre à flot, pourquoi il fait pas des nouveaux investissements? Il ne garde pas les investissements qui fonctionnent, qui étaient rentables et qui rapportaient beaucoup d'argent au pays. Non, il a préféré nationaliser. Et un jour, dans son émission du dimanche, qui était très connue, parce que tous les dimanches, il apparaissait à la télévision pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, et puis, on voit que pendant tout ce temps-là, il racontait plein de choses. Il racontait ce qu'il avait fait la semaine dernière, ce qu'il allait faire la semaine prochaine. Il destituait des ministres, il chantait, il recevait des enfants. Et puis, il se passait plein de choses. C'était un spectacle assez intéressant. Et un jour, il est donc derrière sa table et il y a quelqu'un qui lui apporte un petit papier. Et alors, il lit le papier en question. Et puis, au bout de 20 secondes, il dit, on est en train de me dire que la filiale française d'une société de Saint-Gobain qui est installé au Venezuela depuis quelques années, n'a pas eu un comportement adéquat avec son personnel, ben, je ordonne sa nationalisation. Et, et alors, il y a une image que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Vous voyez Chavez qui marche dans le centre de Caracas, entouré de tous ses conseillers. Et puis, au fur et à mesure qu'il avance, il fait nationaliser, il demande que soit nationalisé tel immeuble, tel autre immeuble, etc. Il y a une vague de nationalisation. Et donc, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu dans ces entreprises? Ben, arriver des militaires à la tête, et y compris dans les postes techniques. Alors, moi, j'ai passé mon temps, comme j'avais accès à beaucoup de ces dirigeants, à leur dire que derrière toute activité humaine, il y a un savoir-faire. Qu'on soit joueur de baseball, qui est le sport national, qu'on soit pianiste, ouvrier, ingénieur ou autre, il y a des connaissances qui sont accumulées, une expérience qui a été accumulée, et on peut pas tout réinventer. Alors au début, on me demandait, mais pourquoi tu nous dis ça? Comme réponse, j'avais juste une image à leur donner. Je leur disais, quand vous voyez Nadal jouer au tennis à la télévision, ça a l'air simple, mais prenez la raquette. Bon, après, quelques années après, c'était plus facile de répondre à leurs questions. Pourquoi tu nous dis ça? Je me souviens, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, il y avait un nouvel ambassadeur du Venezuela en France. Et donc, je fais sa connaissance, puis je lui raconte ce que je faisais, puis je lui disais, je lui parlais de cette l'importance du savoir-faire. Et puis il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et je dis, j'ai retourné la question, pourquoi les raffineries ont explosé? Pourquoi les fours les cimenteries ont brûlé? Pourquoi les lamineurs de la sidérurgie ont explosé? Pourquoi tout est cassé partout? C'est ce qui s'est passé. Parce que quand je dis que le Venezuela a une économie qui est détruite, c'est physiquement qu'elle est détruite. Le Venezuela, hélas, en ce moment, ne produit pratiquement pas de ciment, produit pratiquement pas d'acier, produit plus d'aluminium. L'essence fait l'objet de rationnement, enfin de pénurie périodiquement. Bon, pas tout le temps, mais c'est pas comme un Cuba actuellement, mais il y avait des moments où il fallait faire la queue pendant des heures et des heures pour pouvoir acheter de l'essence. L'électricité, qui était très bon marché et qui était vraiment très, très abondante. Toutes les centrales thermiques sont complètement dégradées. Et le grand barrage du Goury qui fournissait les 2 tiers de l'énergie qui était consommée dans le pays, il est aussi extrêmement abîmé. Et en plus de ça, il y avait des périodes où, quand la sécheresse sévissait pendant des mois, il y avait une grande angoisse au Venezuela, c'était de se demander jusqu'à à quel moment le barrage du Goury allait s'arrêter, parce que tout d'un coup, si vous descendez sous certains niveaux, l'eau ne rentre plus dans les turbines. Alors, il y a un moment de pénurie assez importante. Chavez avait une idée, c'était pour que la population ne subissent pas ces pénuries d'électricité. Il a donné l'ordre à la sidérurgie et à l'industrie d'aluminium d'éteindre un tiers de leurs fours. Vous vous rendez compte, c'était des entreprises qui étaient exportatrices à l'époque et
vous leur demandez d'éteindre leur four, et en plus ça, ils ont été éteints dans de mauvaises conditions, ce qui fait que les fours en question ne peuvent plus jamais être allumés. Et les cuves et les électrolyses dans l'aluminium, ils sont complètement cristallisés. Vous pouvez plus les redémarrer non plus. Et donc, vous avez toutes ces industries qui avaient fait l'objet d'investissements qui étaient imposants, tout d'un coup, qui petit à petit, ne fonctionnent plus. Donc, voilà, et donc, vous arrivez à une dégradation générale et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, vous voyez, ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir que on mettait donc des militaires et des révolutionnaires à des postes, y compris techniques. Parce que moi, je dis toujours, si certains d'entre vous et moi, on nous mettait dans une salle de contrôle, par exemple, une industrie, dans une cimenterie, et on devait déterminer quelle est la température et la pression du gaz, ben, je pense que ce soir, elle exploserait, la cimenterie en question. Mais eux, ben, sans état d'âme. Je me souviens un jour avoir été reçu par le président des cimenteries qui venait d'être nationalisé. Et puis, donc, il me reçoit, c'était un militaire, un colonel. Et puis, il me dit, mais pourquoi vous venez me voir? Parce que je suis fournisseur de vos cimenteries. Et ça veut dire quoi, vous êtes fournisseur de cimenterie? Bon, bah, ça veut dire que vous fournissez des équipements. Mais c'est quoi ces trucs? Il savait rien. Donc, comme j'avais des brochures, je lui ai montré sur les brochures et les photos. Il y avait des fours de cimenterie, des broyeurs de cimenterie. Vous voyez, dans les cimenteries, il y a des fours. Alors, le four, pour qu'il tourne, il y a des moteurs. Les moteurs transmettent leur puissance aux engrenages. Moi, je vends les engrenages. Ah bon, ouais, super intéressant. Et puis, alors, pendant que nous parlions, il a reçu euh, 3 appels. Et je voyais bien qu'il appelait parce qu'il avait son portable qui était posé sur la table. Ça, c'est une anecdote que je vous raconte, mais c'est assez parlant. Et je vois que c'est le ministre de l'Industrie qui l'appelle, qui est un général. Et donc Chavez était mort depuis 2 ans. Et, le, et alors, au lieu de dire allô, il dit Chavez vit, le combat continue. Alors, je me dis, tiens, bon, si 8h30 le matin, il veut montrer à son chef qu'il n'a pas perdu sa loyauté envers la révolution pendant la nuit. Et puis 10-15 minutes après, le même rappel, pareil, Chavez vit, le combat continue. Bon, puis 3e fois, pareil. Donc il y avait une ambiance qui était complètement insolite. Alors pour vous montrer aussi la, la complication euh, disons des rapports que l'on pouvait avoir dans les affaires, un jour, je me retrouve dans le bureau d'un révolutionnaire très connu, qui était devenu directeur de la Banque centrale. Et puis, dans la discussion, je le connaissais bien. Et puis, dans la conversation, je lui dis, mais pourquoi vous avez fait passer le troisième taux de change? Parce que c'était un moment où il y avait 4 taux de change au Venezuela. Pourquoi vous avez fait passer le troisième taux de change qui était réservé, disons, aux entreprises de manière générale et aux citoyens? Pourquoi vous l'avez fait passer de 50 bolivars par dollar à 176? Elle me dit, bah, parce que on a discuté entre nous avec le président et on pensait que c'était opportun de se rapprocher du taux du marché noir. Je dis, mais tu sais que quand tu vas passer, je lui dis, de 50 à 176, puisque ça c'était le principal taux qui est le directeur, vous allez générer une inflation d'enfer. Il me répond, ah bon, tu crois? On est compte, vous faites passer le taux de change de 50 à 176. Mais l'effet, il est évident. Puis bon, ça a accéléré l'inflation après. Et c'est comme un jour, je vais voir le vice-président de l'Assemblée nationale, que je connaissais bien aussi, qui est un révolutionnaire très connu, et pour lui demander pourquoi le gouvernement ne remet plus de devises dans le cadre du contrôle d'échange aux laboratoires pharmaceutiques internationaux. Et, à l'époque, je conseillais les laboratoires Servier. Donc, on ne recevait pas de devises depuis un an et les autres, c'était pareil. Alors, il me répond, mais pourquoi vous passez autant de demander des devises? Je dis parce que on fait des importations de médicaments et puis on les fait périodiquement. Et il faut payer la maison mère. Et pourquoi tu dois payer la maison mère? Parce que la maison mère, elle a acheté des intrants, des matières premières, elle a du personnel, il faut fabriquer des médicaments. Mais, et pourquoi elle doit payer, et pourquoi elle doit payer ses fournisseurs? Quand on vous dit ça, vous savez même plus quoi dire. Vous vous rendez compte quand vous dites pourquoi une entreprise doit payer ses fournisseurs?
Bon, c'est assez compliqué. Il faut rester calme. Là, bon, là, vous expliquez, vous rentrez dans les explications, mais vous voyez, c'est des moments qui sont ben, assez difficiles à vivre. Alors, aujourd'hui, parce que c'était Oui, la question, voilà, la question c'est aujourd'hui, aujourd'hui. La voilà, question c'est c'est ça la aujourd'hui. question Quelles sont les aujourd'hui. Non, mais perspectives? je voulais faire cette longue Oui, introduction. C'est peut-être le corps de ma déclaration. Ce que je veux dire maintenant, c'est peut-être à la conclusion. Mais je voulais que vous sachiez pourquoi le Venezuela, hélas, ne produit presque plus rien en dehors de 1 million de barils jour de pétrole. Parce que la production, tout à l'heure, je vous mentionnais que Chavez, à l'époque de Chavez, c'était 3,2 millions de barils jour. Quand Maduro arrive au pouvoir en 2013, on était à 2 millions, à peu près. Et puis, on est passé il y a 5 ans à 400 000. Et puis, avec des efforts qui ont été faits, avec l'aide l'aide de certains pays amis, mais aussi avec disons, des efforts qui ont été faits par les 4 compagnies étrangères occidentales qui sont sur place. Parce que vous avez Chevron qui est resté au Venezuela, parce que ExxonMobil et ConocoPhillips, quand il y a eu les changements des contrats pétroliers, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'indemnisation. Donc, pour le changement au niveau du capital, et donc, ils ont quitté le pays à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils sont pas très enthousiastes à l'idée de, de retourner au Venezuela. Donc, le, la complication aujourd'hui, là, je termine sur ExxonMobil et ConocoPhillips, c'est que vous avez peut-être vu il y a quelque temps dans le bureau de Trump, il y a eu une réunion qui était un peu tendue parce que Trump leur disait, bon, bah, il faut retourner au Venezuela. Mais Chevron est dans le pays, donc il sait comment gérer les complications du pays. Mais quand vous n'êtes pas dedans, vous devez y retourner. C'est très gênant, c'est inquiétant. Alors pourquoi c'est inquiétant? Si, parce que, bon, d'abord, pour pouvoir revenir faire des investissements considérables, il faut qu'il y ait une stabilité politique. Or, pour l'instant, on peut rien dire. Rien dire. On ne sait pas comment, on sait pas ce qui va se passer. Tout va dépendre aussi de l'humeur de Trump. Il y a tellement de facteurs qui sont difficiles à imaginer pour l'instant. Ben, tout peut arriver. Donc, si vous allez investir des dizaines de milliards de dollars, parce qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des upgraders pour les pétroles extra lourds de l'Orénoque, c'est pas 4 milliards pour chacun, c'est 20 milliards. Bon. Ensuite, les entreprises qui donnent du service à l'industrie pétrolière ont disparu. Vous n'avez plus pratiquement plus de stockistes de tubes, d'acier, vous n'avez plus de chaudronniers, d'entreprises qui font de la maintenance, qui font de la réparation d'équipements. Vous n'avez pratiquement plus rien. Donc, vous devez tout faire vous-même, vous devez importer tout ce qui peut être importé. Alors, c'est sûr que si les sanctions sont levées, et il y a déjà certaines qui ont été levées, et on attend simplement quel est le sort qui va être réservé aux 4 entreprises occidentales, donc Chevron et Mor et les Prom pour la France, Eni, l'Italie, et Repsol. Donc c'est les 4 compagnies occidentales qui sont actuellement au Venezuela. Bon, elles savent comment ça peut s'organiser, mais il faut on les laisse travailler de manière normale. Et c'est ce qu'on attend. Alors, de manière normale, ça veut dire tu peux faire tous les investissements requis pour réparer tout ce qui doit être réparé. Ensuite, pour faire la maintenance, puis si possible, les laisser forer des nouveaux puits. Bon, alors pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la production, euh, la production est passée de 400 000 à 1 million de barils parce que les Occidentaux ont réussi à augmenter la production. Par exemple, Chevron a fait passer sa production, je crois, de 60 000 à 250 000 barils. Donc, on est proche du million de barils. Donc, avec quelques investissements dans un contexte où les sanctions seraient levées, va arriver, d'après les spécialistes, en 1 an et demi,
On peut peut-être arriver à 1 400 000, 1 500 000 barils jour. Donc, ça donnerait belle bouffée d'oxygène au Venezuela. Et puis, si les compagnies donc, ont l'autorisation de faire, de mener des opérations comme d'habitude, et puis, enfin, comme dans d'autres pays, et puis sans restriction, sans limitation, il y a des tas d'entreprises qui vont venir pour essayer de profiter de cette nouvelle situation où il va y avoir où des contrats de tout type pourront être gagnés. Donc, dans le secteur pétrolier, il peut y avoir un progrès. La difficulté, c'est les autres industries, parce que quand vous avez la sidérurgie qui produisait, avant la nationalisation, elle produisait 4 millions de tonnes, et actuellement, elle en produit 100 000. Mais elle est complètement euh, dégradée et détériorée. Et c'est des industries qui ont été construites pendant les années 80, 90. Donc, entre-temps, la technologie elle a considérablement évolué. En plus de ça, vous avez des exigences d'environnement aussi qui sont prises en compte dans le design de toutes ces installations. Donc, c'est plus réparable. Il faut reconstruire. Donc, ça veut dire je reconstruit les cimenteries, je reconstruis la sidérurgie. Il faut que je remette en état le système électrique parce que, comme je disais tout à l'heure, les centrales thermiques sont complètement dégradées. Certaines sont en arrêt depuis longtemps. Le barrage du Goury, c'est pareil. Il va falloir remettre de nouvelles turbines et autres. Mais donc il y a des investissements qui sont vraiment considérables. Et il y a aussi autre chose qui aggrave momentanément la situation, c'est que, comme vous le savez, il y a eu une émigration assez considérable de Vénézuéliens qui étaient désespérés de voir toutes ces fermetures d'usines et puis voir ces dévaluations, ces maxi dévaluations qui se transformaient en hyperinflation, qui ont fait perdre complètement le pouvoir d'achat. Il y a eu un moment où le salaire minimum mensuel, je dis bien mensuel, était de 2 dollars. Donc, vous comprenez pourquoi il y a 8 millions de personnes qui sont parties. Mais parmi les 8 millions de personnes qui sont parties, il y en a beaucoup qui étaient qualifiés et sont allés travailler aux États-Unis ou en Europe ou dans les pays du Golfe. Et puis, beaucoup, ils vivent très bien. Donc, si le Venezuela redémarre, euh, qui, est-ce- parmi tous ces gens, qui reviendra pour s'installer? Qui reviendra? Bon, peut-être un certain nombre, mais reviendront peut-être en vacances, mais qui reviendra pour s'installer? C'est la grande question qu'on peut poser. Alors, d'un point de vue économique, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont toujours perturbants. De nouveau, vous avez deux taux de change. De nouveau, là, je regardais avant de vous parler, je regardais quel était le taux de change aujourd'hui. Aujourd'hui, la Banque centrale du Venezuela vend le dollar à 388 bolivars et au marché parallèle, il est à 550. Il y a un écart de 50%. Parce que vous allez à la banque, même s'il n'y a plus de contrôle d'échange comme avant, ben, il n'y a pas de devise disponible. Donc, il faut vous débrouiller en parallèle si vous avez vraiment besoin de devises pour telle ou telle opération, ou ne serait-ce que pour préserver vos économies. Vous n'avez aucun intérêt à préserver à garder des bolivars à la banque. Ensuite, c'est un pays, et ça, c'est un élément qui étonne beaucoup de monde. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas de crédit bancaire. Il n'y a pas de crédit. Les banques, les banques ne prêtent pas parce que quand vous avez des taux d'inflation, comme par exemple, je vois là, en 2018, 130 000% d'inflation. Vous êtes une banque, vous mettez quoi comme taux d'intérêt quand vous prêtez? Vous ne pouvez pas prêter. Alors, si vous pouvez prêter, vous pouvez faire des prêts en dollars avec des garanties qui sont à l'étranger en dollars. Il y avait des opérations que ce type qui se faisait. Donc, il y a des banques qui avaient monté des dispositifs. Donc, on vous prêtait, mais il fallait déposer, il fallait avoir des garanties en dollars à l'étranger. Donc, ça veut dire que c'est réservé aux Vénézuéliens qui ont des ressources à l'étranger ou aux entreprises vénézuéliennes qui ont un compte à l'étranger. Mais c'est un pays où vous voulez acheter une voiture, il faut l'acheter cash. Vous voulez acheter un appartement, il faut l'acheter cash. Vous vous rendez compte comme ça complique l'évolution de l'économie? Et ça fait 25 ans que ça dure. Donc, là, il va falloir aussi voir comment on revient à
disons, aux règles normales d'une économie saine. On ne peut pas continuer à Très fonctionner bien. de cette manière. Voilà, donc, bon, j'ai parlé, j'ai raconté le plus vite possible ce qu'il en est. Donc, pour vous dire que le Venezuela, qui pouvait devenir le Qatar de l'Amérique latine, bon, pour l'instant, ne l'est pas. Il a des ressources qui sont vraiment considérables, parce que, comme on le dit, c'est les plus grandes réserves de pétrole du monde, en faisant juste une petite, en émettant juste un petit jugement nuancé. Il y avait un article dans Le Monde récemment, c'est que euh, le pétrole qui est sous terre, quand vous avez une réserve de 100, 100 CNT, le chiffre, vous n'allez pas sortir les 100. Vous allez peut-être sortir 20-25% de 100, parce que le reste, vous ne pouvez pas le sortir pour des raisons techniques. Et les pétroles extra lourds, les gens qui disent que si on arrive à en sortir 15%, 20%, c'est beaucoup. Alors, quand on parle des réserves du Venezuela qui sont Oui, à 320 milliards, bon, il y en a combien qui peuvent être extraits? Ouais, donc, on peut émettre un jugement un peu mitigé. Mais de toute façon, les réserves sont là. Vous avez des réserves considérables de gaz, vous avez du nickel à profusion, de la bauxite à profusion, mais vraiment des énormes réserves. C'est un pays qui a tout pour réussir. En plus, ça, le climat est génial. Les paysages sont somptueux. Et puis, les gens sont sympas. Et donc, mais sympa, mais tendu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. Euh, donc, les entreprises qui veulent aller là-bas, je dirais que d'abord, être sûr qu'il y ait une stabilité politique, parce que quand on va faire un investissement, même si ce n'est pas des investissements qui sont si considérables, ben, il faut savoir où on met les pieds, et puis voir aussi comment les infrastructures sont reconstruites, comment les hôpitaux se remettent à marcher, enfin, sont reconstruits et se mettent à fonctionner comme autrefois. La même chose pour les écoles et autres. Donc, il y a un travail considérable de reconstruction, mais le pays a son potentiel, a un grand potentiel. Il est bien placé à tout point de vue. Et puis, il y a beaucoup de gens qui voient la France avec une grande sympathie et il faut prendre ça en compte. Merci, merci beaucoup, Henri-Jacques, pour ta présentation très imagée, très concrète, avec beaucoup d'exemples, de témoignages. C'est ça qui est intéressant, concret de la vie des affaires au Venezuela. On voit que c'est pas merveilleux. On n'en sort pas avec un enthousiasme démesuré sur les possibilités de développement, en tout cas à court terme. Mais on sait que, comme tu le disais, que le potentiel est important. Donc, j'ouvre maintenant la, la séance des questions-réponses. Donc, ceux qui souhaitent poser une question, lèvent la main d'abord. Voilà. Et ensuite, je leur passe la parole. Donc, ben, il y a Jean Anglade, qui est un homme aussi qui connaît bien Bien. Ah, c'est un compagnon de combat, Jean. Salut, voilà, Jean. qui connaît bien son On a pays, mené 1000 combats ensemble. qui veut poser une question ou apporter un témoignage. Vas-y, Jean. Toi aussi, tu es sur le terrain, je dirais, là-bas. Donc, c'est intéressant aussi de partager avec tout le monde rapidement. Voilà. Effectivement, nous faisons partie de ceux qui sont boots on the ground, comme disent les Américains. Un grand merci à Henri-Jacques, un grand merci à vous tous. Beaucoup de têtes connues présentes aujourd'hui et ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ce que je souhaite évoquer très rapidement, c'est simplement ce que nous vivons depuis le 3 janvier. Nous vivons une accélération énorme sur tout un tas de facteurs et une accélération à laquelle on n'aurait jamais pu rêver. Le lundi suivant, c'est-à-dire 2 jours après le 3, nous évoquions avec des opérateurs français dans le secteur pétrolier ce qui était susceptible de se passer au cours des 3 prochains mois. Et ça s'est passé dans les 48 heures suivantes, pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui se passe. Donc c'est un contexte tout à fait différent. La tutelle des États-Unis, puisque je crois qu'on peut très clairement parler de Je crois qu'on tutelle, on peut dire ça comme ça, oui. oui, est vraiment en train de se mettre en place. Hein. Le secrétaire donc, à l'énergie est au Venezuela depuis hier. Ce qu'on sait moins, la presse en tout cas ne s'en est pas fait l'écho encore,
c'est que depuis la semaine dernière, il y a des équipes, on va appeler ça des auditeurs américains, chez PDVSA, qui sont en train de mettre à plat toute l'organisation de PDVSA, en particulier sur le plan des procédés. Donc, analyse des procédés, analyse des postes, analyse des profils, et on s'attend effectivement à ce que très prochainement, il y ait une espèce de comité de surveillance ou quelque chose comme ça qui supervise les activités de PDVSA. Le deuxième point, très rapidement aussi, c'est qu'il y a un décalage entre ces aspects économiques et les aspects, je les appelais politiques au sens large du terme. Hormis le départ de Maduro, tout le reste des équipes est le même, est resté en place. Donc ça, c'est quelque chose qui est curieux, difficile à digérer pour beaucoup de gens, et en tout cas qui n'est pas de nature à faciliter l'évolution des choses. Donc il y a beaucoup de choses à faire évoluer encore pour que vraiment on soit sur une pente, je dirais, favorable et difficile à revenir en arrière, parce que c'est effectivement la grosse crainte qu'on peut avoir. Le dernier point, simplement, c'est que nous essayons, tant au niveau des conseillers du commerce extérieur qu'au niveau de la Chambre de commerce, de maintenir un niveau d'optimisme pondéré, modéré, mais en tout cas, notre niveau d'optimisme est très ferme. Et nous avons déjà entamé il y a quelques années, effectivement, un certain nombre d'actions vers la France pour essayer de remettre le Venezuela un petit peu sur les cartes, parce que nous en étions sortis complètement, comme l'évoquait Henri-Jacques. Et dans cette optique, on a effectivement mis sur pied un programme d'action vers la France d'ici au mois de juin. Mais peut-être que je pourrais là aussi rapidement passer la parole à Sophie Merle, qui est dans les auditeurs et qui est l'actuelle présidente de la Chambre de commerce, pour qu'elle explique cet objectif. Très bien. Merci Jean. Effectivement, c'est une bonne idée. Donc Sophie, vous pouvez intervenir. Je ne vois pas. Ouais, je suis là. Bonjour à tous. Excusez-moi parce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main avant moi. Alors, je vais être très brève pour leur laisser la parole ensuite. Voilà, de toute manière, Jean a déjà donné un peu des clés sur ce qui se passe au Venezuela actuellement. Actuellement aussi, en effet, il y a quand même un secteur privé qui est très, très, très dynamique, très, très résilient. Parce que, comme l'expliquait Henri-Jacques, voilà, ils ont dû naviguer des up and downs vraiment tous les jours. Tous les jours. C'est un pays où on ne s'ennuie pas. Ça, on va dire que c'est valorisant aussi. On ne s'ennuie pas. Et il y a une très, très grande résilience du secteur privé, notamment à trouver des solutions dans tout ce qui est, par exemple, transport public et même les crédits que vous mentionniez. Voilà, il y a des solutions du côté des privés qui se mettent en place, alors plus pour la consommation du jour le jour, on va dire. Mais voilà, en tout cas, c'est un secteur qui est très actif et très résilient, encore une fois. Et du coup, je voulais juste faire un point rapide sur ce que disait Jean d'ici le mois de juin. Il va donc y avoir une mission qui va s'organiser avec l'équivalent du MEDEF ici, qui est l'organisation Fede Cámaras. Et puis voilà, d'autres acteurs conjointement, notamment la Chambre de commerce, probablement l'ambassade. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore quelque chose de très précis. Mais voilà, ça serait à partir du 15 juin. Ils seraient en France, ils vont passer par toute l'Europe et ils seraient en France à partir du 15 juin. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par les participants qui sont ici à vous rapprocher de cette initiative, si vous avez des opportunités ou une intention d'investir au Venezuela ou d'entrer en contact avec des entreprises ici, je peux laisser le mail de la Chambre de commerce dans le chat. Et voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et comme ça, voilà, après on pourra poursuivre la conversation plus en détail. Voilà, merci encore pour tout cet éclairage, en tout cas historique, Henri-Jacques, et je laisse la parole à ceux qui avaient levé la main aussi. Merci beaucoup, Sophie. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cette information sur cette délégation qui va venir en Europe bientôt et en France. Donc, permettra aux entreprises que ça intéresse d'avoir des contacts directs. Alors, qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Malheureusement, je n'ai pas la vision là. J'ai un petit problème. Stéphane Boulet a levé la main depuis longtemps. Stéphane Boulet. Allez, Stéphane, et puis ensuite Jean-Christophe a levé la main aussi.
Oui, Ouais. Stéphane, vas-y. Bon, merci beaucoup à tous les deux, tous les trois. Du coup, moi, alors, je me pose une question, comme je connaissais pas bien quand même le Venezuela. Euh, est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a une différence quand même entre, je dirais, idéologiquement et sur le plan économique, entre Chavez, Maduro et la vice-présidente actuelle? Est-ce qu'on peut voir quand même voilà, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est pareil ou pas? Et du coup, à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'elle est, la vice-présidente de son environnement, même s'il y a une tutelle américaine, qu'est-ce qui peut nous amener à penser que, je dirais, ils vont changer dans leur approche de l'économie et du secteur privé? Oui, Ma question, effectivement, Alors, c'est une voilà. question, c'est une bonne question. Je sais pas, Henri-Nicolas, Henri-Jacques, tu veux répondre ou les oui, autres? Enfin, oui. oui, non, non, c'est le, comment dire, les dirigeants actuels au Venezuela, ils sont, c'est la même tendance depuis le début et ils sont au pouvoir depuis longtemps et puis ils n'avaient pas l'intention, n'ont pas l'intention de lâcher. Donc on peut même plus parler d'une idéologie particulière. C'est des gens qui sont au pouvoir qui veulent y rester. Et tout ce que j'ai raconté avant, parce que quelquefois on me dit oui, mais tout ça c'est le résultat d'une idéologie. C'est le résultat aussi d'une mauvaise gestion de gens qui sont ancrés au pouvoir, d'une gestion mais mauvaise par ignorance ou incompétence. Il y a une chose que j'ai toujours observé, c'est que les gens que j'avais face à moi, ils n'avaient pas conscience qu'ils ignoraient ce qu'ils savaient pas. C'est ce que je veux dire? Bon. Bon. Oui, Alors, ce qu'on peut dire, c'est que avant tout ce qui vient de se passer depuis le 3 janvier, Delcy Rodriguez, qui était donc la vice-présidente de la République, exécutive de la République, c'est un peu l'équivalent de Premier ministre, elle a montré qu'elle était assez pragmatique. Hum. Par exemple, il y a eu un moment où, si vous vous souvenez, Biden avait levé partiellement les sanctions, ça avait donné petite bouffée d'oxygène au pays et elle avait accepté que les compagnies étrangères qui sont partenaires de PDVSA et qui sont minoritaires gèrent l'entreprise, que ce soit eux qui commandent. Et donc, soit Chevron et les trois autres Européens, dont Morel et Prom, tout d'un coup, sont mis à commander. Et donc, ça allait mieux. Et elle a fait ça parce qu'elle se dit, il faut qu'il y ait maintenant des gens qui soient un peu efficaces et qui connaissent, sachent comment fonctionne une compagnie pétrolière. Et puis, ça évitera qu'il y ait éventuellement des pertes d'argent sur le trajet. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, il faut le reconnaître. Et on peut aussi mentionner, en remontant un tout petit peu dans le passé, mais toujours avec Maduro président, que plusieurs fois, Maduro a destitué des généraux qui étaient à la tête des grandes compagnies en leur disant, vous êtes vraiment nuls. Regardez ce que vous avez fait de ces compagnies. Alors bon, ils étaient destitués, virés, puis remplacés par d'autres, mais qui n'en savaient pas plus. Et puis de toute façon, plus ça allait, plus c'était compliqué de gérer une entreprise complètement dégradée, complètement détériorée. Il y a un moment où vous n'en sortez plus. En plus de ça, donc vous n'avez pas de moyens, parce qu'il n'y avait plus de moyens. S'il y a des problèmes de pénurie de devises, et avec toujours ces taux de change parallèles, c'est parce que le pays ne dispose pas d'assez de revenus. Donc, quand vous voulez faire le plan d'investissement ou autre, il n'y a pas de moyens. Bon, ben voilà. Donc, vous avez un pays qui est arrivé un petit peu à tourner vraiment au ralenti. L'autre jour, on m'a dit quelque chose qui m'a frappé, c'est que au Venezuela, la compagnie la plus grande, là vous me direz, tu me diras Jean, si tu as vérifié la même chose, on m'a dit qu'en dehors de PDVSA, la compagnie la plus grande, c'est Pharmatodo, qui est une chaîne de 200 pharmacies. Et au Venezuela, qui est quand même un pays qui avait une industrie, on en a parlé tout à l'heure, qui avait une production dans beaucoup de domaines. Vous dites que tout d'un coup, l'entreprise la plus grande, c'est une compagnie, c'est une chaîne de 200 pharmacies. Vous dites qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, Stéphane, à ta question, mais peut-être que Jean a quelque chose Jean Anglade a quelque chose à rajouter. Mais
voilà, c'est des gens qui sont accrochés, qui s'accrochent au pouvoir. Donc après, l'idéologie, on sait ce qu'elle est, mais c'est pas ce qui est mis en avant. C'est pas l'argument pour convaincant vis-à-vis d'une opinion publique. Ils sont là, je reste. Ok, Jean, tu veux rajouter quelque chose? Micro. Dans ton Oui, micro. Le micro, c'est mieux. micro Jean. Pardon. Et il y a longtemps qu'on est passé de l'idéologie à l'opportunisme. Je crois qu'avec ça, on peut résumer. D'accord. Et C'est Ouais, élégant, c'est élégant en plus, c'est élégant ce que tu viens de non, dire. mais ce serait plutôt d'ailleurs un signe plutôt favorable parce que non, mais c'est vrai, il est effectivement, on peut penser que le pouvoir actuel, comme tout pouvoir, cherche à s'accrocher à son rôle, mais après, si pour s'accrocher, il se rend compte que il faut qu'il fasse preuve un peu plus de pragmatisme, peut-être qu'on peut garder un petit espoir. Je ne sais pas. Enfin bon, on verra Ouais. bien. Jean-Christophe, tu voulais poser une question? Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous voyez le paysage concurrentiel, s'il y a ouverture, avec la place qu'ont fait les Américains? Est-ce qu'ils vont vouloir s'arroger une grosse part du gâteau? Est-ce qu'il y aura d'autres acteurs, les Chinois, ou des liens un peu privilégiés qui existaient avant le renversement? Comment est-ce que vous voyez le terrain de jeu après? Ça va dépendre de ce que décide l'OFAC, donc le gouvernement américain, parce que d'ailleurs on attend en ce moment la licence, les trois Européens et les Américains, Chevron, ils attendent de voir dans quelles conditions ils vont pouvoir travailler. Mais donc, ce qu'ils espèrent, c'est avoir des licences particulières. Parce que si la licence est générale, d'autres pourraient arriver. Mais les Américains, ils peuvent parfaitement émettre des licences qui autorisent simplement les compagnies pétrolières occidentales à intervenir, donc à investir dans le pays et à opérer. Et puis les autres ne pourraient pas rentrer. Donc, ça dépend vraiment d'eux. Ils peuvent le faire, puisque de toute façon, tout leur est permis. Donc les licences seront nominatives, ce ne sera pas par pays, c'est ça? Non, c'est pas. Non, non, c'est pas. Non, on attend, on attend. Pour l'instant, il y a eu déjà 2 licences qui ont été émises, une pour les exportations de pétrole, donc pour autoriser l'exportation de pétrole aux États-Unis. Donc, ils établissent les conditions de ces exportations. Mais on attend ça devrait venir d'un jour à l'autre, ce qu'il en est pour les opérations en elles-mêmes. Donc, voilà, tout le monde attend avec impatience. Alors, il y a une chose qui a un petit peu retardé peut-être l'émission de ces licences, c'est que euh, tous ces dossiers étaient traités jusqu'à une date récente aux États-Unis par le département d'État, State Department. Et il y a peu de temps, Trump a dit non, non, c'est le département de l'énergie qui va gérer ça. Et donc, je peux vous dire, parce que je connais des personnes qui ont parlé au département de l'énergie la semaine dernière, que ils sont arrivés là-bas, ils étaient au courant de rien. Ah bon, vous aviez des contrats au Venezuela, tout ça. Bon, mais enfin bref, ça va s'arranger, mais c'est pour dire que ça a retardé un petit peu. Mais donc, tout est entre les mains, Jean-Christophe, toi, tout est entre les mains des Américains. C'est eux qui vont établir les règles du jeu. Oui, Et s'ils veulent que les Russes sûr. ne soient Oui. pas là et que les Chinois ne soient pas là, les Russes et les Chinois ne seront pas là. Oui, effectivement, c'est probablement un facteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois, j'ai pas une visibilité, encore une fois, j'ai un petit problème technique. Je vois Oui, pas de... moi j'ai levé J'aurais la voulu. main. Oui, pardon. Oui, moi. Oui. J'ai Ah ouais, levé Pascal. la main. Je peux le. Donc moi j'étais coopérant en 1978 à Caracas et j'ai bien connu Jean. J'ai travaillé avec lui. J'ai connu Henri Jacques. Et la question que je me posais, c'était pourquoi les Américains ont laissé faire pendant aussi longtemps avant d'intervenir. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que ça me paraît incroyable qu'ils aient laissé faire pendant autant de temps. Mais tu aurais voulu faire quoi? Parce que, Que les Américains interviennent, ils ont enlevé Maduro cette fois-ci, mais ils oui, auraient mais tu as peut-être vu. pu intervenir beaucoup plus tôt pour. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a Trump qui se croit tout permis, qui fait ce qu'il veut dans le monde entier. Mais jusqu'à maintenant,
tu pouvais pas intervenir ni là ni ailleurs. On peut se poser la même question sur le Nicaragua, sur Cuba. Je veux dire, les coups de force comme ça, c'est bon. Bah, Trump le fait parce qu'il se croit tout permis, puis ça sort des règles qui sont communément admises. Mais avant, bon, bah, ils ont essayé de faire plein de choses parce que regarde, pendant toutes ces années, les Américains étaient quand même assez présents dans toutes les négociations. Il y avait dans divers endroits du monde entre l'opposition vénézuélienne et les représentants du gouvernement vénézuélien. Il y avait toujours les Américains qui étaient à proximité. On arrivait à des accords, mais qui n'étaient jamais respectés ensuite, par la suite par le gouvernement vénézuélien. Donc, ils ont tout fait en utilisant la diplomatie, mais monter des opérations comme celle-là, aller enlever un chef d'État, même si on ne le reconnaît pas, bon, il n'y a que Trump qui est capable de le faire. Ça, on faisait ça autrefois, peut-être, mais on ne peut plus le faire. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est des sanctions, mais on sait très bien que les sanctions, en général, ça ne marche pas. On applique des sanctions souvent à des pays qui sont des dictatures. Bon, la dictature, ça ne la gêne pas tant que son système de répression est solide et tient le pays. Donc, vous pouvez le sanctionner si vous voulez. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans tel endroit. Ça gêne pas. Donc, avant ça, ça se faisait pas. D'accord. Je vois que Pascal Soul a levé la main. Oui. Non, C'est lui qui a non, posé la question. C'est lui qui a posé la question. posé la question. Ah, pardon. Comme j'avais une visibilité. Maintenant, je vois mieux l'écran, donc c'est mieux. Parfait, désolé, autant pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, si je vois Guylaine Yerso qui a posé une question. Oui, moi, merci beaucoup, Guylaine Yerso. Merci pour cette présentation. Et je vous remercie aussi de votre dernière réponse, pourquoi on n'est pas intervenu avant. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a déjà plus que à peine 34 pays qui sont en démocratie. Donc, il faut peut-être qu'on se batte plutôt sur cet angle-là. Mais moi, ma question aussi, c'est Total est parti, je crois, alors vous savez mieux que moi, depuis quelques années, et j'ai cru comprendre que Total, de toute façon, ne souhaitait pas forcément revenir. Et surtout, serait peut-être pas forcément le bienvenu. J'en sais rien. Je voudrais juste savoir ça par rapport à Total. Merci. Le Total est parti en 2022. Genre, non, c'est 2022, non, le départ de Total. Oui, je crois. 4 ans, Oui, oui. ils sont partis en 2022 parce que, si vous voulez, l'upgrader là, pour des pétroles extra lourds, bah, il ne fonctionnait plus. Vous faites quoi? Et en plus de ça, ils voyaient que les choses ne continuaient à se détériorer à tout point de vue, pas seulement politiquement, mais aussi je le disais tout à l'heure, tous les services publics, l'essence, et on ne peut plus travailler normalement. Vous n'avez plus d'entreprises qui fournissent des services au secteur pétrolier. Vous ne pouvez pas réparer. Il y a toutes les sanctions qui vous empêchent de faire quoi que ce soit. Bon, il y a un moment où vous tirez un trait, d'autant plus qu'il y a des opportunités dans le monde, un peu partout, et qui dans des pays où on peut travailler avec un peu plus de sérénité. Donc, vous partez, puis alors revenir comme c'est la même question qu'on peut poser à ExxonMobil et à ConocoPhillips. Ils ont connu ce qu'était le Venezuela. Ils en sont partis. Ils voient comment les choses se déroulent là-bas. Vous n'avez peut-être pas très envie d'y retourner. Oui. Merci, mais alors, qui viendra à part Chevron? Vous avez les 3 Européens qui sont là, mais qui sont beaucoup plus petits. Quoique Eni et Repsol, c'est assez grand. Morel et Prom C'est quand est même un de petit belles peu plus sociétés. petit. Oui. Et puis, bon, il y en aura peut-être d'autres qui apparaîtront de taille moyenne, hein, qui tout d'un coup se disent, tiens, il y a une opportunité, c'est peut-être plus simple, de gagner des contrats au Venezuela qu'ailleurs. Donc, ils se diront peut-être on va y aller, puis on verra comment on gère ces conditions qui sont un petit peu adverses, hein, ou très adverses en ce moment. Très bien. D'autres Bon. questions? Oui, j'aurais voulu poser une question. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis dans un train. C'est Anne, Ah oui. Marcel Raison. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très Oui. bien. Nous t'entendons. Vas-y, Anne. Vas-y. Voilà. Donc, merci pour cet éclairage. Bonjour, Jean. J'ai eu le plaisir d'être en mission organisée par MEDEF International. Et Jean nous avait accueillis il y a presque 3 ans et on avait fait une jolie mission d'entrepreneurs.
Je suis effectivement en relation avec Morel et Prom, que j'avais encore cet après-midi, qui attendent leur licence au FAC. On se pose la question de est-ce qu'ils vont le faire, dans quelles conditions, et est-ce qu'on va pouvoir, nous, Européens, continuer à éventuellement les fournir, ou est-ce qu'ils vont devoir acheter que américains? C'est la grosse question, effectivement, un peu ce que disait Jean-Christophe Gessler. Est-ce que le marché va être ouvert ou est-ce que les Américains vont absolument tout préempter? Donc ça, j'espère qu'ils vont pouvoir, en tant que société française, pouvoir faire les achats tels qu'ils le veulent. Je crois que vous avez à peu près répondu à ça, en sachant que on verra ce que l'OFAC décide de faire, puisqu'ils sont tout puissants là-dessus. Deuxième question, c'était par rapport à des infrastructures comme le métro de Caracas, où depuis que je suis venue en mai, il y a 3 ans, on essaye de voir comment on arriverait à continuer à fournir, parce qu'on a fourni avec de l'export pendant des années des équipements. Est-ce que vous pensez que là, il va y avoir aussi de l'évolution positive avec des réinvestissements, ou est-ce qu'on est en train de parler juste là du secteur pétrolier et le reste ne va pas forcément se remettre d'aplomb? Moi, je vais répondre d'abord en posant une question. Comment vont être gérés les revenus du Venezuela? Parce que pour l'instant, les exportations de pétrole, elles sont payées par donc l'acheteur qui doit faire un virement vers un compte au Qatar qui est géré par les Américains. Bon, pour l'instant. Mais on a vraiment l'impression que ces flux d'argent, ce qu'on entend dire, vont être contrôlés par les Américains qui verront quelles sont les sommes qui sont allouées au Venezuela et pour faire quoi. Donc voilà, donc tout va dépendre de comment cet argent va être géré. Et donc si tout d'un coup ils disent que les Américains disent qu'une partie de cet argent doit aller aux infrastructures, une autre partie à l'aide humanitaire, une autre partie à la reconstruction du secteur électrique, ce qui avait été d'ailleurs une des demandes des Américains sous Biden. Il y a eu un moment où une partie des fonds vénézuéliens qui sont bloqués à l'étranger allait être débloqués. Et les Américains ont dit, bon, on les débloque, mais il y a tel pourcentage de ces fonds qui doivent aller à l'aide humanitaire et tant au redressement du secteur électrique. Vous voyez déjà à l'époque, mais je ne sais pas si ça s'est fait, je me souviens plus, Jean, si finalement c'est rentré, parce que je crois qu'il y avait un problème je ne savais pas par quel compte tout ça allait passer, finalement ça s'est pas produit. Donc, la grande question est, les revenus pétroliers du Venezuela, comment vont-ils être gérés, puisque c'est les Américains qui vont donner le modus operandi. Oui, et il est peu probable dans le contexte actuel qu'il fasse beaucoup de place à l'aide humanitaire. Oui, non, Non, mais il pourrait, j'imagine pas. Ouais. Non, mais Alain, à partir du moment où tu essayes d'organiser à ta manière le pays, faut que tu fasses en sorte que les gens ne meurent pas de faim. Oui, bien sûr. Non, Non, mais à mais partir du moment où tu vois, ils sont en train visiblement, il y a quand même une intention, en tout cas, de redresser le secteur pétrolier. Alors, évidemment, ils vont en profiter, c'est sûr, mais comme ils le disent eux-mêmes, il faut qu'il y ait une partie de l'argent qui reste au Venezuela. Donc, on pourrait très bien imaginer que, vu les sommes d'argent qui sont en jeu, qui sont assez considérables dès qu'il s'agit du pétrole, qu'il y ait une partie qui soit allouée disons, à la politique sociale du gouvernement. espérons-le, effectivement. Merci beaucoup. Je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour répondre à ta question, Anne, parce qu'effectivement, on est tous branchés sur le secteur pétrolier aujourd'hui. Il y a quand même des éléments, je crois, qui sont significatifs. Les premières licences qui sont sorties, donc au jour d'aujourd'hui, 46, 47, 48 et 46A, puisqu'elle a été révisée, réservent les activités autorisées à des entreprises américaines, clairement. C'est dit très clairement dans les licences. Alors, ce sont des licences générales. On attend effectivement des licences particulières, notamment pour les sociétés pétrolières européennes. Donc, on peut estimer là aussi que les conditions ne seront pas les mêmes. Et le deuxième point que je souhaitais évoquer, c'est que les recettes pétrolières
ne vont pas être les seules recettes ou les seuls flux financiers qui viendront vers le Venezuela au cours des prochains mois ou des prochaines années. Il y a des fonds bloqués à l'étranger que Henri Jacques a mentionné, dont on parle à nouveau. Il y aura de l'aide d'organismes de financement internationaux qui se mettront en place. La CAF commence déjà à bouger. Donc, il y aura effectivement d'autres sources de financement vers le Venezuela en attendant, en parallèle avec les financements privés que doivent apporter tous ceux qui vont venir travailler dans le secteur pétrolier. Donc, tout ça, je pense, va concourir assez rapidement quand même à chercher à remettre la machine en marche. Et remettre la machine en marche, et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, c'est remettre le métro en marche aussi. Donc, je crois qu'il va falloir faire quelque chose très vite. Donc, nous restons, nous, assez optimistes pour l'instant. Les contacts qui ont existé avec la présidente intérimaire et les ambassadeurs européens ces dernières semaines ont été positifs. On dirait que c'est des intentions qui ont été manifestées de ce côté-là. Si c'est les Américains qui détiennent le cordon de toutes les bourses, ça sera peut-être différent. Mais on peut espérer qu'il y aura un certain nombre de flux qui seront hors contrôle des Américains. Oui, probablement, effectivement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Non, j'en vois pas. Écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, je remercie vraiment Henri Jacques pour sa présentation. Je remercie aussi Jean et Sophie pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Je pense que ça nous permet pour nous qui sommes loin du Venezuela, pour beaucoup d'entre nous, de mieux comprendre ce pays quand même très particulier et très fermé. Donc merci vraiment. Je profite pour vous signaler le prochain événement organisé par la famille de l'exportation, qui sera très bientôt, puisque ce sera jeudi prochain, le 19, à midi, où nous ferons un événement sur les chiffres du commerce extérieur. Vous savez que les chiffres du commerce extérieur sont sortis il y a quelques jours. Tout le monde se félicite en disant qu'ils sont très bons. Moi, je trouve qu'ils sont, disons, plutôt moins mauvais que d'habitude, mais ce sera à voir, et ce sera à commenter par Antoine Bouet, donc, qui est le patron du CEPI, le Centre d'études et de perspectives économiques internationales, qui a bien voulu partager ses analyses de ces chiffres pour nous tous. La semaine prochaine, le 19, vous recevrez très prochainement un mail pour préciser tout cela. Donc, je vous engage à y participer. Je pense que ce sera aussi très intéressant et très riche dans un point de vue d'analyse économique. Donc, merci encore à tous. Merci Henri Jacques et très bonne soirée à tous. Merci. Et puis, comme disent les révolutionnaires, le combat continue. Voilà, absolument. Hasta la victoria. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci à tous, au revoir.